Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Press à Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu The Hunger. C'est un jeu qui a été édité en 2021 par Renegade Game Studio et ça nous vient de l'auteur Richard Garfield, le créateur notamment de Magic the Gathering, Keyforge ou Bunny Kingdom. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs et les parties vont durer environ 60 minutes. Dans The Hunger, les joueurs incarnent des vampires qui vont sortir de leur château la nuit pour aller chasser des humains dans les villages avoisinants. C'est un jeu de deck building avec des déplacements sur un plateau et un aspect de course. On a aussi des éléments de pousser sa chance puisque la partie va durer 15 tours et qu'on doit revenir au château avant la fin de la nuit. Sinon, le soleil va se lever et on sera évidemment désintégré puisqu'on est des vampires. Alors, The Hunger, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau principal au milieu de la table et on va se choisir un niveau de difficulté. Si on veut jouer une partie en mode novice, on va placer le plateau principal sur sa face A et si on veut jouer avec le mode ancien, qui est le mode normal, on va le placer sur le côté B comme dans ce cas-ci. À côté du plateau principal, on va assembler le plateau chasse. Selon le nombre de joueurs, on va le faire de façon différente. On va s'arranger pour qu'il y ait un nombre de rangées égal au nombre de joueurs plus 1. Comme on fait une partie à 3 joueurs, on va monter un plateau de chasse pour qu'il y ait un total de 4 rangées à l'intérieur de celui-ci. On va placer le jeton de lune sur la case 1 de la piste de manche du plateau chasse. On va mélanger les cartes chasse et on va les placer à côté du plateau pour former une pioche. On va prendre les 3 cartes roses et on va les placer face visible sur le labyrinthe du plateau principal. On va piocher les 3 premières cartes de la pioche de cartes chasse et on va les placer face cachée sur la case de la taverne du plateau principal. On va prendre les jetons trésors face cachée et on va en placer un sur chaque emplacement de trésor qui sont les cases jaunes du plateau principal. Les joueurs pourront donc gagner ces trésors s'ils arrêtent sur ces cases pendant la partie. Et une fois que tous les jetons sont placés face cachée, on va simplement les révéler face visible. Donc les joueurs vont savoir quelles sont l'identité des trésors au début de la partie. Pour les jetons trésors restants, ils seront remis simplement dans la boîte de jeu. Pour une partie à 3 joueurs, on va prendre les jetons château qui ont des valeurs de 10, 6 et 4. On va les empiler les uns par-dessus les autres en valeur décroissante et on va les placer sur le château au milieu du plateau. On va ensuite piocher 2 tuiles mission au hasard et on va les révéler face visible et on va les placer sur les 2 emplacements dans le haut du plateau. Ce seront des missions communes pour tous les joueurs pendant la partie. On va ensuite placer des tuiles de mission dans les emplacements de crypte en respectant le chiffre qui est indiqué sur chacune des cases. Donc on aura 4 dans les 2 cryptes de la forêt, 5 dans les 3 cryptes qui sont situées dans la plaine et on en aura 6 dans la crypte qui est située dans la montagne. Chaque joueur va se choisir une couleur et va prendre sa fiche vampire. Si on a les cartes promo, on peut prendre la fiche qui possède un pouvoir que les vampires pourront utiliser une fois pendant la partie. Ils vont aussi recevoir leurs 6 cartes de départ à leur couleur, leur pion vampire ainsi que leur marqueur de score. Parmi les tuiles mission restantes, les joueurs vont en piocher 2 et vont en conserver une des 2, l'autre sera remise dans la boîte de jeu. Ils vont ensuite mélanger leurs 6 cartes de départ pour former leur pioche qu'ils vont placer à côté de leur fiche vampire. Et finalement, ils vont prendre leur marqueur de score et aller le placer sur la case 0 de la piste du score du plateau principal. On va ensuite déterminer l'ordre d'initiative pour la première manche. Les joueurs vont premièrement piocher les 3 premières cartes de leur deck pour former leur main de départ et ils vont additionner les valeurs de vitesse des 3 cartes qu'ils ont dans leur main. Donc ici, notre joueur aurait une valeur de vitesse cumulée de 7. Le joueur qui a le moins de vitesse sera premier joueur et si jamais on a une égalité parmi 2 joueurs, c'est le joueur le plus vieux qui va jouer en premier.
Les joueurs vont donc prendre leur pion vampire et on va les placer en ordre d'initiative avec le joueur qui va jouer en dernier en dessous et le joueur qui va être le premier joueur sur le dessus de la pile et on va les placer sur la case du château du plateau principal. Et pour terminer la mise en place, on va aller piocher des cartes chasse et on va en placer une dans chaque rangée de la colonne numéro 3 du plateau de chasse. Ce sont les cartes que les joueurs pourront acheter en début de partie. Une partie de The Hunger se joue en 15 manches de jeu. À chaque manche, les joueurs vont jouer en ordre d'initiative selon la position de leur jeton de vampire sur le plateau. Plus on est éloigné du château, plus on va jouer rapidement. Les joueurs vont alors jouer les 3 cartes qu'ils ont en main pour pouvoir faire différents effets et accumuler les points de vitesse de leurs cartes. Ils pourront utiliser ces points de vitesse pour se déplacer sur le plateau pour atteindre la plaine et la forêt, qui sont des endroits propices à la chasse des humains. En terminant leur déplacement sur certaines cases, ils pourront activer des effets de plateau et pourront ensuite utiliser une partie de leur point de vitesse pour aller chasser une carte sur le plateau chasse. Ils pourront gagner des nouvelles cartes de pouvoir et les ajouter à leur deck, pourront gagner des puissants familiers qui pourront nous donner des bonus quand ils seront dans notre zone de jeu, et ils pourront chasser évidemment des cartes d'humains qui vont leur donner beaucoup de points de victoire, mais qui vont venir pourrir notre deck. Tout au long de la partie, les joueurs vont aussi tenter de réussir les missions qu'ils ont accumulées et ils vont tenter d'en gagner d'autres sur le plateau en visitant les cryptes. À la fin des 15 manches de jeu, les joueurs devront être revenus au château, sinon ils seront désintégrés par le soleil et ils seront alors éliminés. À la fin de la partie, le joueur qui va cumuler le plus de points sera déclaré vainqueur. Chaque manche se sépare en 3 phases. La première phase, la phase A, est de déterminer l'ordre de tour des joueurs. Pour la première manche au début de la partie, elle a été déterminée dans la mise en place, c'est-à-dire que c'est le joueur qui est sur le dessus qui sera premier joueur. Donc le joueur rouge va commencer, ensuite ce sera le joueur vert et finalement le joueur mauve. Alors que pour les manches suivantes, ce sera le joueur qui sera le plus éloigné du château qui sera le premier. Ensuite, le deuxième joueur le plus éloigné et le joueur le moins éloigné va jouer en dernier. On passe ensuite à la phase B qui est la chasse est ouverte et c'est là que les joueurs vont jouer à tour de rôle selon l'ordre établi. Premièrement, ils vont placer les 3 cartes de leur main dans leur zone de jeu dans le haut de leur plateau et vont ensuite activer les effets de défausse ou de pioche qui seraient inscrites sur certaines cartes. Ici, sur nos cartes de départ, on n'a pas d'effet de pioche et de défausse. On va alors cumuler les points de vitesse de nos cartes, donc on a un total de 7 points de vitesse et on ne peut pas appliquer les effets de nos cartes puisqu'on n'a pas aucun humain dans notre zone de jeu. Avec ces 7 points de vitesse, le joueur rouge peut effectuer 2 choses dans son tour de jeu. Il peut utiliser une partie de ses points de vitesse pour se déplacer sur le plateau principal. Chaque point de vitesse nous permettra de se déplacer d'une case sur celui-ci. Et on peut garder une partie de ces points de vitesse pour pouvoir faire une chasse et ainsi acquérir une carte qui se trouve sur le plateau chasse. Par contre, le joueur doit effectuer son déplacement avant de faire une chasse, car s'il chasse en premier, à ce moment-là, il ne peut pas se déplacer dans son tour. Regardons maintenant comment effectuer les déplacements avec notre vampire. Donc ici, j'ai un total de 7 points de vitesse. Disons que je veux m'en garder 3 pour effectuer une chasse. Je vais donc utiliser 4 points de vitesse pour faire des déplacements. Lorsqu'on se déplace, on doit se déplacer dans une seule direction. On ne peut pas revenir sur nos pas dans le même tour de jeu. Donc je ne pourrais pas me déplacer de 1, 2, 3 et revenir d'une case. Donc je dois seulement aller dans la même direction. Donc je pourrais me déplacer de 4 et me rendre à cet endroit. Si jamais il y a déjà un joueur sur la case où on veut se déplacer, donc disons que si le joueur vert se trouve là et que je me déplace sur la même case que lui, j'ai le choix de me placer par-dessus et de ne pas le pousser, de le conserver sur cette case, ou je peux décider de le pousser sur une des cases adjacentes à ce moment-là, lorsque je termine mon déplacement sur une case qui contient des adversaires. Certains lieux sur le plateau principal vont avoir des règles particulières. Par exemple, pour la case du château, on ne peut pas chasser ni pousser de vampires sur cette case. Pour les 3 cases du cimetière, qui sont les 3 premières cases en sortant du château, on ne peut pas chasser sur les cases du cimetière et on ne peut pas non plus pousser d'autres vampires lorsqu'on termine notre déplacement sur une case occupée dans le cimetière. Certaines cases du plateau vont avoir des effets de plateau qui vont s'activer lorsqu'on va terminer notre déplacement sur ces cases. Par exemple, il y a les cases rouges qui sont les cryptes. Donc, si je me déplaçais jusqu'à cette crypte et que je décide de terminer mon déplacement à cet endroit, je vais pouvoir activer le pouvoir de plateau dès cette case.
Pour les cryptes, on va simplement prendre toutes les missions qui se trouvent sur celle-ci, on va les regarder et on va en remettre le nombre -1. Donc s'il y a 6 missions, je vais donc en remettre 5. Je pourrais décider de remettre une mission que j'avais préalablement dans ma zone de jeu. Si jamais dans mon tour de jeu, j'ai un déplacement de 0 et que je suis déjà sur un emplacement spécial, à ce moment-là, je ne peux pas l'activer. Il faut vraiment avoir un déplacement au minimum d'une case et terminer son déplacement sur ces cases pour les activer. Pour les cases jaunes, qui sont des emplacements de coffre où on a placé des jetons bonus en début de partie, si un joueur termine son déplacement sur un coffre et qu'il a encore un objet, le joueur va gagner cet objet. Et il va le déposer sur sa fiche Vampire, il va marquer 2 points de victoire et pour ensuite le retourner et utiliser son effet plus tard dans la partie. Dans ce cas-ci, c'est un jeton qui va me donner 1 point de vitesse et lorsque je l'aurai utilisé, je vais le retourner de l'autre côté. Pour l'emplacement de la taverne qui est ici, on va pouvoir effectuer pour 2 points de vitesse une chasse et gagner les 3 cartes qui se trouvent dans la taverne et les placer dans notre défausse. Par contre, cela va compter comme notre chasse pour le tour. Il y a aussi le labyrinthe qui est tout au bout de la forêt. À cet endroit-là, on va pouvoir prendre une des 3 cartes de rose, celle de notre choix, en faisant une chasse au coup de 0 vitesse. Même s'il n'a pas de coup de vitesse, cela va compter comme notre chasse pour ce tour de jeu. Les cases de navire qui nous permettent de voyager plus rapidement sont des cases où on ne peut pas effectuer de chasse. Le marché, l'église, le manoir ainsi que la caserne sont des cases qui nous permettent de digérer une carte d'humain de cette faction. Si on en a une dans notre défausse ou dans notre zone de jeu, ça va nous permettre de la retirer de notre deck pour la mettre dans notre zone de digestion. Et finalement, les cases bleues sont des puits qui vont nous permettre d'avoir une chasse bonus dans la colonne qui coûte 1 point de vitesse. Pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose puisqu'il n'y a aucune carte dans cette colonne. Revenons donc à notre plan initial qui était de se déplacer de 4 cases et de garder nos 3 points restants pour effectuer une chasse dans la première colonne où il y a des cartes disponibles. Le coût d'une carte va toujours être indiqué par le numéro de la colonne. Donc pour chasser une carte dans la colonne 3, ça va nous coûter 3 points de vitesse. Il y a 3 types de cartes. Les cartes vertes sont des cartes de pouvoir vampirique. Ce sont des cartes qui vont nous permettre d'avoir de la vitesse et d'avoir des effets en bas des cartes qu'on va pouvoir activer lorsqu'on va les jouer plus tard dans la partie. Il y a les cartes mauves qui sont des cartes de familiers. Lorsqu'on va acheter ces cartes, elles vont aller dans notre zone de jeu et vont avoir généralement des effets permanents. Donc ce sont des cartes qui vont rester sur la table plusieurs tours de jeu et qui vont nous donner des effets bénéfiques. Alors que les autres types de cartes sont les humains. Les humains qui vont généralement nous donner 0 ou des négatifs en vitesse puisqu'ils vont nous nuire. Et on va marquer par contre des points de victoire en les chassant. Disons que je veux chasser l'humain. Je vais donc utiliser mes 3 points de vitesse restants pour gagner cette carte. La carte va aller dans notre défausse. Comme c'est un humain, on va gagner les points de victoire, donc il vaut 4 points. On va avancer de 4 sur la piste de score. Si jamais j'avais chassé un humain dans la zone de la plaine, on aurait gagné 1 point supplémentaire. Et si on fait une chasse dans la zone de la forêt, on aurait gagné 2 points supplémentaires. Ces points bonus s'appliquent seulement lorsqu'on va chasser des cartes d'humains. Lorsqu'on fait une chasse, on gagne toujours toutes les cartes qui sont dans la case qu'on décide de chasser. Pour les colonnes 3 et 2, ce sont des cases où il peut seulement y avoir une seule carte, donc on va toujours gagner une carte à la fois. Alors que dans la colonne numéro 1, on peut avoir plusieurs cartes qui se retrouvent dans la même case. Donc si on effectue une chasse à cet endroit-là et qu'il y a 3 cartes, on va gagner les 3 cartes en effectuant notre chasse. Les joueurs sont limités à une seule chasse par tour de jeu, à moins d'avoir un jeton bonus qui nous donne une chasse supplémentaire ou d'être sur un emplacement de puits pour avoir une chasse supplémentaire dans la colonne 1. Avec cette chasse, j'ai dépensé mes 3 points de vitesse restants. Je vais donc pouvoir mettre fin à mon tour de jeu. Premièrement, je vais retourner mon jeton de vampire sur la face repos. Je vais ensuite prendre toutes les cartes qui sont non permanentes dans ma zone de jeu et je vais les placer dans ma défausse. Et je vais aller piocher 3 nouvelles cartes que je vais pouvoir placer dans ma main ou dans ma zone de jeu tout simplement pour être prêt à mon prochain tour de jeu. Si jamais on n'a pas assez de cartes dans notre deck pour piocher 3 cartes, à ce moment-là, on va reprendre notre défausse, la remélanger et la placer pour former une nouvelle pioche. Ensuite, c'est le joueur vert qui va jouer son tour de jeu. Disons qu'il utilise ses 7 points de vitesse pour se déplacer, donc 4, 5, 6, 7, et ça va mettre fin à son tour de jeu. Il n'effectuera pas de chasse.
Alors que le joueur mauve a 9 points de vitesse, elle va décider d'utiliser tous ses points pour se déplacer. Elle va se rendre jusqu'à la case de la crypte. Elle va donc pouvoir prendre une des tuiles missions qui s'y trouvent. Et ensuite, ça va mettre fin à son tour de jeu. Elle non plus n'effectuera pas aucune chasse. Et lorsque tous les joueurs sont sur leur phase repos, cela veut dire que tous les joueurs ont joué leur tour de jeu, ce qui va mettre fin à la manche en cours. À ce moment-là, on va passer à la phase C, qui est la préparation d'une nouvelle manche. Premièrement, on va avancer le pion de lune sur le prochain numéro de la piste des manches. Ensuite, on va déplacer vers la droite toutes les cartes chasse qui n'ont pas été achetées. Donc ici, les 3 cartes vont passer dans la colonne 2. Elles coûteront donc moins cher à chasser dans la prochaine manche. Et on va ensuite révéler des cartes pour remplir tous les emplacements de la colonne numéro 3. Donc il y aura 4 nouvelles cartes qui vont s'ajouter à chacune des manches. Si jamais des cartes se rendent dans la zone de la colonne 1, à ce moment-là, on peut avoir plusieurs cartes dans la même case. On va ensuite retourner les jetons de vampire sur leur côté vampire. Et si jamais il n'y a pas 3 cartes à la taverne et qu'il n'y a pas de vampire à celle-ci, on va prendre une carte de la pioche et on va l'ajouter à la taverne. Et on va continuer à enchaîner des manches jusqu'à temps qu'on en ait joué 15. Et à la fin de la 15e manche, ça va déclencher la fin de la partie et on va passer au décompte final des points. Vers la fin de la partie, si un joueur retourne au château, il va prendre le premier jeton château et il va marquer les points qui sont indiqués sur celui-ci. Par contre, il ne pourra plus sortir du château pour le reste de la partie et on se souvient qu'on ne peut pas chasser sur cette case. Lorsque la fin de la partie est déclenchée à la fin de la 15e manche, les joueurs qui sont encore dans la montagne ou bien dans les plaines ou la forêt seront désintégrés par le lever du soleil. Ils seront donc éliminés. Les joueurs qui ont atteint le cimetière vont seulement avoir une pénalité de 5 points. Ce serait le cas ici pour notre joueur vert. Et les joueurs qui ont atteint le château n'auront pas de pénalité, ont plutôt le bonus du jeton château. Les joueurs vont marquer une certaine quantité de points pendant la partie et dans le décompte final, on va ajouter les points des missions principalement. Donc, on a les 2 missions communes que tous les joueurs vont pouvoir tenter de scorer. Donc ici, c'est 6 points. Si on est le joueur qui a chassé le plus d'humains de cette faction, j'en ai chassé 4. Disons que je l'ai réussi, donc je marquerai 6 points. On a ensuite la deuxième mission commune qui est de gagner 6 points si on n'a pas chassé d'humains de valeur 5 et plus, qui est le cas présentement pour le joueur rouge. Donc, il ferait un autre 6 points avec cette deuxième mission publique. Et ensuite, chaque joueur va scorer ses missions personnelles. Donc, ce joueur a réussi à ramasser 3 missions pendant la partie. La première, c'est de gagner 6 points. C'est le premier arrivé au château, ce qui est le cas présentement de notre joueur rouge. Il va donc marquer 6 points. Pour sa deuxième mission personnelle, il va gagner 1 point pour chaque humain de valeur 4 ou plus qu'il a chassé. Il en a chassé 3. Donc, il va faire 3 points avec cette mission. Et pour sa dernière mission personnelle, gagner 3 points pour chaque série de 4 humains, un de chaque faction. J'ai réussi à avoir une seule série, puisque j'en ai juste un de cette faction. Ça me ferait seulement 3 points pour cette mission. On a aussi certaines cartes qui vont scorer des points à la fin de la partie, notamment certaines cartes de familiers. On va donc additionner ces points avec les points qu'on avait déjà marqués pendant la partie pour faire notre score final. Si jamais on a une égalité entre 2 joueurs, c'est le joueur qui est arrivé le premier au château qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à The Hunger. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu The Hunger? Premièrement, on va regarder les côtés positifs. Le matériel est quand même très bien à l'intérieur du jeu en général. Donc le plateau, les cartes, les jetons, tout ça, les jetons de bois pour les vampires, les jetons de bois pour les marqueurs de score, les tuiles pour les missions, tout ça. Donc c'est quand même bien en général. J'aime bien le visuel dans le jeu. Sur les cartes, donc le visuel des cartes de vampires, les cartes d'humains aussi qu'on va manger. C'est un style un peu humoristique. Donc ça amène un peu la légèreté du jeu par le style visuel. Je pense que ça fit vraiment bien ensemble. Fait que c'est bien réussi de ce côté-là. Sinon, c'est un jeu que les règles sont relativement simples pour un jeu de deck building parce qu'on a une seule ressource à gérer. Toutes les cartes vont générer de la vitesse, ou des fois nous en enlever si c'est des humains qu'on traîne. Donc, le fait d'avoir une seule ressource à gérer, je fais de la vitesse me permet de me déplacer et me permet d'acheter des cartes, d'aller chasser pour acquérir une nouvelle carte à chaque tour. Donc c'est un concept qui est facile à gérer. Tu n'as pas une ressource pour le déplacement, une ressource pour attaquer, une ressource pour pouvoir acheter. Donc tu as juste la vitesse à gérer dans ton deck. Fait que ça, c'est quand même facile à prendre en main pour le côté deck building puis le côté gestion de ressources. Je pense que sa plus grande force, c'est son thème. Donc, le côté humoristique que je parlais tantôt du visuel, marche bien avec le thème des vampires. Donc, ces vampires-là qui sortent du château puis qui s'en vont
terrasser les villages avoisinants pour pouvoir chasser des humains et manger et essayer de marquer des points. Donc c'est un thème qui est quand même très drôle. On sent un peu l'esprit vampire à l'intérieur de la partie, donc on se sent dans le thème en y jouant. Fait que je pense que c'est bien intégré. Le fait aussi que quand je chasse des humains, oui, je fais des points, mais je vais pourrir mon deck parce que bon, je les ai mangés ou je les transporte ou peu importe. Donc ça me nuit d'avoir chassé des humains parce que ça pourrit mon deck, des fois même avec des effets négatifs, mais ça fit bien dans le thème que plus je me nourris d'humains, mais là plus il faut que je traîne les corps, faut que je les cache et tout ça. Donc ça fait que mon deck devient moins efficace. Donc c'est à moi de gérer comme il faut. Quand est-ce que c'est le moment de chasser? Est-ce que j'essaie de me concentrer en début de partie, d'acheter peut-être plus des cartes de familier, des cartes de pouvoir pour garder un bon deck dans la première moitié de la partie, puis à la deuxième moitié, ben là, de chasser le plus d'humains possible puis d'essayer de revenir au château parce que évidemment, si je reviens pas assez près du château, ben là, je vais brûler au soleil. Donc, il faut gérer tout ce risque-là puis la construction de notre deck, tout ça. Donc, c'est quand même intéressant ce côté-là pour la plupart du temps. Comme on a juste une ressource à gérer puis qu'on a seulement 3 cartes à jouer à notre tour de jeu, à moins d'avoir un effet qui me permet de piocher des cartes supplémentaires, ça fait que les tours de jeu sont relativement fluides. Surtout quand je commence à des cartes d'humains, mais je peux avoir 2 cartes possibles, une carte d'humain qui me donne rien. Fait qu'au final, j'ai juste 2 cartes à activer pour pouvoir avoir de la vitesse et des effets qui me permettent de faire mon tour de jeu. Fait que les tours de jeu sont très rapides. Généralement, un jeu de deck building, je veux pas nécessairement jouer à ça à 4, 5 ou 6 joueurs parce que ça peut devenir long et interminable des tours dans un deck building vers la fin quand on fait un paquet de combos. Mais dans ce jeu-là, c'est pas le cas. Donc les tours restent quand même courts, même à la fin de la partie, parce que justement notre deck est plus très efficace, qu'on fera pas des gros combos. Donc les tours de jeu vont être rapides, ce qui fait que le jeu est quand même intéressant, même si je veux le jouer à 4, 5 ou 6 joueurs pour un jeu de deck building, ça reste une bonne option. Pour les côtés négatifs, les cartes, je les trouve un peu minces, donc peut-être les mettre dans des sleeves en plastique pour les protéger parce qu'il n'y a pas trop de fini de protection sur le dessus, donc un carton très mince pour la qualité des cartes, donc c'est un peu faible de ce côté-là. Sinon, pour le gameplay, il y a plusieurs choses qui méritent à l'intérieur du jeu. Le premier, c'est la limite de temps, donc le fait que ce soit 15 manches de jeu fixes. Donc, il faut que j'essaie de gérer, je vais sortir, aller chasser, essayer de revenir. Donc, on passe beaucoup de temps à se déplacer finalement, puis pas faire grand-chose à l'intérieur du jeu parce qu'il faut revenir à la fin. Il y a aussi l'achat des cartes, la manière que ça fonctionne, le fait que le prix des cartes est en fonction de quand la carte est arrivée sur le plateau de chasse et non en fonction du nombre de points que la carte va donner ou en fonction si c'est une carte qui est puissante, une carte qui est faible. Donc ça, j'aime moins ça. Dans un jeu de deck building, généralement, une carte qui est très forte va coûter très cher, alors qu'une carte qui est faible va coûter très peu cher. Alors que dans ce cas-ci, c'est vraiment le moment auquel la carte est arrivée en jeu. Puis ça donne vraiment un gros pouvoir au joueur qui va commencer la manche parce que avoir l'initiative dans ce jeu-là, c'est très pratique parce que j'ai le premier choix sur les cartes à aller chasser dans les nouvelles cartes qui sont sorties. Même si elles coûtent 3, c'est quand même intéressant d'aller chercher une carte qui vaut 5 points, alors que l'autre joueur peut rester avec une carte qui vaut 1 point puis qui va écouter autant de vitesse. Donc je trouve que c'est pas très logique à l'intérieur du jeu. Les deuxièmes fiches vampires avec le petit pouvoir qu'on peut utiliser une fois dans la partie, ça m'a un peu déçu aussi. J'aurais aimé un pouvoir passif, peut-être qui reste tout au long de la partie. Ça aurait été peut-être plus intéressant pour personnaliser les différents vampires ou d'avoir une carte différente dans notre deck de départ pour nous personnaliser, mais c'est pas le cas présentement. C'est un jeu que je trouve pas mal moins intéressant si on est moins de 4 joueurs parce qu'il n'y a presque pas de cartes qui sortent sur le plateau de chasse, donc ça devient très peu de choix pour les nouvelles cartes qu'on va acheter. Donc à 2 joueurs, il y a juste 3 cartes qui vont apparaître à chaque tour, donc c'est quand même très peu de choix. Alors qu'à partir de 4 joueurs, on commence à avoir quand même pas mal de cartes en jeu, donc là on va avoir un peu plus de choix au niveau des cartes disponibles. Fait que pour moi, je pense qu'il est meilleur à 4 joueurs et plus. Son plus gros défaut selon moi, c'est qu'il n'y a pas d'effet de combo très puissant dans la construction de notre deck. Donc on va acheter des cartes pendant la partie, mais 80% des cartes qu'on va acheter, c'est des cartes d'humains. Ces cartes-là vont nous nuire, vont avoir des effets négatifs, vont pourrir notre deck. Donc notre deck devient de moins en moins efficace plus la partie avance. C'est un peu anticlimatique, puis c'est un peu l'inverse de tous les autres deck building qui existent sur la Terre. Donc souvent dans un jeu de deck building, on a un deck très faible au début de la partie, et en achetant des cartes, on va réussir à construire des combos, puis
puis plus la partie avance, plus on va générer ces combos-là, plus on a l'impression de progresser. Dans ce jeu-là, c'est un peu l'inverse, parce que ton deck de départ, c'est toutes des bonnes cartes au début, puis plus tu vas chasser d'humains, ben là, plus ton deck va être moins efficace, donc là, tu te sens un peu plus lourd, tu te sens moins bon, l'effet de combo est pas là du tout, donc pour moi, c'est vraiment pas satisfaisant, puis c'est ça que j'aime, moi, dans les jeux de deck building, c'est cet effet de combo-là, l'effet de construction de notre deck, de bien choisir les cartes qui vont aller bien ensemble, puis de réaliser ces combos-là vers la fin de la partie. Je trouve ça très satisfaisant. Alors que dans The Hunger, c'est carrément l'inverse qui se produit. Donc plus tu avances, plus ton deck est pourri. Donc ça, j'ai pas trippé comme joueur avec cet aspect-là. Et finalement, sur le plateau, je pense qu'on aurait pu faire une meilleure job pour le côté iconographie. On a utilisé des codes de couleur pour certaines cases spéciales, mais il y a plein d'autres cases qui ont des habiletés différentes, qui n'ont pas vraiment de code de couleur. Fait qu'est-ce que c'est ces cases-là? Est-ce que c'en est d'autres? On aurait pu mettre une couleur ou un cadre différent pour les endroits où on peut pas chasser ou des trucs comme ça. Fait que bref, ils ont comme fait la moitié de la job pour l'iconographie sur le plateau. Fait qu'il faut quand même se référer souvent au livret d'instructions. Et même s'il a très peu de pages, il est étrangement fait. C'est pas toujours évident de retrouver des petites informations, des petits détails qui sont expliqués à un endroit qui n'est pas nécessairement dans la suite logique et tout ça. Donc bref, on peut s'y perdre, on peut échapper à un de ces petits détails-là, même si ça reste quand même un jeu qui est simple. Il y a quand même plusieurs petites exceptions qu'il faut avoir en tête quand on y joue. Somme toute, The Hunger, c'est un jeu que j'avais beaucoup hâte d'essayer parce qu'évidemment, on le comparait déjà à Clank avant même sa sortie. Donc un jeu de deck building avec un aspect course, un aspect plateau qui semblait être le cœur des deux jeux. Mais j'étais assez déçu par le côté deck building qui, dans le fond, c'est pas de la construction de deck, c'est de la pourriture de deck ce jeu-là. Donc moi, j'ai pas trouvé ça très satisfaisant pour l'effet de combo. Donc je vais lui donner une note de C-. Pour moi, c'est un jeu qui est très correct, qui m'a quand même déçu pour tous ces petits irritants-là qu'on vient de nommer. Je pense que ça va vraiment s'offrir à un public qui est très familial, donc le fait que le jeu est facile d'accès, qu'il y a juste une ressource à gérer, le petit côté aussi drôle des vampires, du style visuel aussi qui peut être attirant pour certains joueurs. Mais si vous êtes un amateur de deck building, je pense pas que c'est cet aspect-là qui va vous intéresser le plus dans The Hunger. Donc il existe tellement de jeux qui font l'effet de combo de façon bien meilleure que celui-ci, et c'est ça que j'aime moi dans les jeux de deck building, donc c'est pour ça que ça n'a pas très bien fonctionné avec The Hunger, malheureusement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici dans le coin pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez le game.